bienvenue à cette nouvelle session de webinaire dans le cadre de la semaine du 18-19 sur le e-commerce. Et cette session est consacrée aux relations commerciales avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit et comment on traite le e-commerce avec ce marché. Je dois dire que pour introduire cela, autant pour le B2B, les affaires commencent tout doucement à se clarifier, autant pour le e-commerce, ça reste encore assez compliqué de gérer cela. Non pas parce que il n'y a rien qui est fait, mais c'est beaucoup plus parce que dans le cadre du B2C, vous traitez avec des particuliers, donc qui n'ont pas forcément un numéro TVA, qui n'ont pas forcément un numéro EORI, qui ne sont pas considérés comme importateurs. Donc, vous devez jouer le rôle à la fois de l'exportateur, de l'intermédiaire et de l'importateur pour le Royaume-Uni. D'où la nécessité d'organiser cette session intitulée e-commerce dans le contexte post-Brexit. Pour ce faire, nous avons invité deux experts, Aurélie Gribaumont, qui est notre collègue à Hub Brussels et qui a une longue expérience dans le e-commerce, principalement dans le secteur agroalimentaire. Mais aussi, nous invitons David Cordy, qui représente DHL et qui est votre interlocuteur ou un de vos interlocuteurs pour vous parler beaucoup plus d'expériences vécues par les exportateurs, par les transporteurs et par, je dirais, tous les intermédiaires un peu dans ce secteur. Alors, une petite introduction pour bien commencer. Pourquoi le 18-19 et qui sommes-nous? 18-19, c'est un des services de Hub Brussels, qui est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. C'est une sorte de guichet unique pour vous faciliter ou comme clé d'introduction pour vous faciliter l'information, l'accès à l'information, l'orientation, la mise en relation avec les personnes expertes. Ils ne font pas que l'export, mais ils vous guident aussi dans différents secteurs. Mais évidemment, étant vous-même exportateur, ce qui vous intéresse, c'est principalement l'aspect export. Donc, ils vous mettent en relation avec le réseau de postes à l'étranger et qui sont mis un peu dans différentes couleurs. Les postes bruxellois, les postes flamands au service des Bruxellois et les postes wallons au service des Bruxellois, dont je fais partie d'ailleurs. Ils peuvent aussi vous mettre en relation avec les area managers qui sont vos collègues proches et qui sont basés à Bruxelles, à Chaussée de Charleroi, et qui vous guident en fonction de leurs compétences sur les différents marchés. Évidemment, Bruxelles compte plus de 4000 exportateurs de tailles différentes, de types différents, de secteurs différents. Et ils peuvent vous aider, donc nous pouvons vous aider à l'organisation des missions, des foires commerciales, l'organisation de séminaires ou de webinaires comme c'est le cas maintenant, mais aussi donner des informations et vous mettre en relation avec des professionnels comme c'est le cas en partie aujourd'hui. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Si vous avez plus de renseignements à demander, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon adresse email et pour vous rappeler que je suis basé à Londres et que je suis compétent pour le marché britannique. Sans trop tarder, je vais passer la parole à Aurélie Gribaumont qui va couvrir l'aspect purement administratif de des transactions d'exportation avec le Royaume-Uni dans le cadre du post-Brexit et plus spécifiquement dans le cadre du e-commerce. Voilà. Aurélie, la parole est à toi. Merci. Alors, là, je vais juste passer en mode diapo. Voilà, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme Monif l'a dit, moi je vais revenir un petit peu sur toutes les démarches administratives à mettre en place avant de commencer à exporter vers le Royaume-Uni. Donc, il faut savoir que suite au Brexit, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe et donc la plupart des informations que je vais vous donner aujourd'hui fonctionnent aussi pour tous vos exportations à l'international hors Europe.
Et donc, la plupart des démarches administratives seront relativement similaires. Alors, la première chose à faire, c'est vérifier que pour les produits que vous envoyez, l'ensemble de l'étiquetage est toujours tel qu'il est admis légalement au Royaume-Uni. Jusqu'à présent et jusqu'au 30 décembre 2022, il n'y aura rien à modifier. À partir de 2022, le Royaume-Uni va demander sur l'étiquette du produit qu'il y ait une adresse de référence au UK en particulier pour l'importation, pour le cas où il y aurait le moindre souci avec le produit envoyé. Et donc, il y aura peut-être lieu à ce moment-là pour vous de passer par un intermédiaire situé au UK ou de prendre une adresse là-bas en tant qu'importateur. Alors, ce que je dis est valable pour tout type de produit, à l'exception des produits qui sont labellisés bio, puisque pour ce qui est du label bio, on sait que l'équivalence avec le label européen est maintenue jusqu'au 31/12/2021. On n'en sait pas encore trop pour la suite, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là, mais il ne faut pas que vous oubliez de toute façon, quoi qu'il arrive, de vous enregistrer auprès de votre organisme de contrôle comme exportateur vers le Royaume-Uni. Et à partir du 1er juillet 2021, c'est-à-dire demain, il faudra envoyer avec le colis un certificat d'inspection spécifique à fournir avec l'aide de votre certificateur bio pour chaque lot qui est exporté. Et ça ressemble à ceci. On va devoir simplement indiquer qu'est-ce que vous envoyez et si c'est bien certifié bio. Alors, pour ça, c'était ce qui concernait l'étiquetage. On peut donc chaque fois que vous exportez, il va falloir remplir une déclaration d'exportation. La plupart du temps, cette déclaration d'exportation peut être faite justement par l'intermédiaire que vous allez choisir, c'est-à-dire le transporteur, que ce soit UPS, DHL, etc. Si vous souhaitiez le faire vous-même, il y a deux possibilités. Pour tous les envois qui sont d'une valeur inférieure à 1 000 € et d'un poids inférieur à 1000 kg, vous pouvez passer par une application qui s'appelle Bigate. Pour tous les autres cas, c'est l'application douanière habituelle qui est le Paperless Douane Administration, dont vous pourrez retrouver par la suite le site web dans le PDF qui vous sera distribué à la fin de ce webinaire si vous le souhaitez. Alors évidemment, si vous choisissez une société de transport express pour agir en tant que tel comme représentant en douane, vous allez devoir signer une procuration qui indique que cette dernière vous représente en douane. Ensuite, pour permettre justement à cette société de transport express de faire toutes les démarches en votre nom, elle aura besoin de l'ensemble des informations concernant votre envoi et la plupart de ces informations finalement se retrouvent sur la facture qui accompagne l'envoi. Alors, qu'est-ce qui va être nécessaire de retrouver sur cette facture? Eh bien, vos données de fournisseur, c'est-à-dire votre nom, votre adresse complète. On conseille de faire les factures sur du papier en tête de votre entreprise. Ça rend les choses plus faciles au niveau officialisation. Il vous faudra votre numéro de TVA belge, votre numéro EORI belge. Je vais vous expliquer dans un petit instant comment l'obtenir. Ceci pour les envois de plus de 1 000 €. Votre numéro de TVA en UK et votre numéro de EORI en UK aussi. Alors, comment faire pour obtenir ce fameux numéro EORI belge? Eh bien, vous pouvez en fait remplir un formulaire que vous trouvez à l'adresse ici, qui est l'adresse des douanes et des axes. Ce formulaire ressemble à ceci, donc c'est pas très compliqué à remplir. C'est un formulaire qu'on peut renvoyer simplement par mail à la douane et donc il faudra simplement indiquer votre numéro de TVA, votre dénomination sociale et les informations de contact se concernant.
ça met généralement quelques jours pour obtenir le numéro EORI qui finalement prendra exactement la même forme que votre numéro de TVA. Évidemment, avec le Brexit, etc., il y a eu un petit peu de retard qui a été pris par la douane, mais ce retard est en train de se résorber, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps que habituellement. Alors, on l'a dit, il vous faut un numéro de TVA belge, un numéro de TVA EORI belge, mais il vous faut aussi un numéro de TVA britannique. Comment faire pour l'obtenir? De nouveau, il n'y a rien de trop compliqué. Vous pouvez l'obtenir même relativement directement en vous adressant au site web de Revenue and Customs, donc des douanes britanniques, où là, on vous demandera tout d'abord d'obtenir un login administratif auprès de l'État britannique. Ça prend quelques minutes via Internet. Une fois que vous avez obtenu ce numéro administratif, vous allez pouvoir demander un numéro de TVA britannique tout en gardant une adresse en Belgique, puisqu'il s'agira simplement d'un lien entre votre numéro de TVA belge et votre numéro de TVA UK. Et donc, ça se fait vraiment en quelques minutes via leur site. C'est à peu près pareil pour le numéro EORI. C'est un autre site, mais les formulaires et les démarches sont les mêmes, c'est-à-dire que vous devez avoir ce fameux numéro administratif d'enregistrement auprès de l'État du Royaume-Uni, et ensuite il y a juste un petit questionnaire à remplir et en quelques minutes à nouveau vous obtenez ce numéro EORI. Donc en plus du numéro des ensembles des informations qu'on vient d'indiquer, donc votre nom de fournisseur, votre adresse, votre numéro de TVA à la fois belge et à la fois au UK, ainsi que votre numéro EORI belge et au UK, il faut évidemment toutes les informations qui concernent le destinataire, c'est-à-dire son nom et son adresse complète. N'oubliez pas qu'au UK, le code postal est vraiment très important, puisqu'en fait, il fait vraiment partie intégrante de l'adresse et permet justement souvent de déterminer dans quelle partie de rue vous vous trouvez. Le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'acheteur. En effet, si on se trouve à un certain montant, donc en dessous de 135 pounds, il va y avoir au-dessus de 135 pounds, pardon, il va y avoir l'obligation pour l'acheteur de payer lui-même les droits de douane, et donc les douanes, la TVA, et donc la TVA au UK va lui envoyer un mail pour lui demander de payer cette TVA ainsi que les droits d'importation. Alors, si vous n'êtes pas en B2C mais en B2B, vous devrez aussi indiquer le numéro de TVA de la société et le numéro EORI de ce destinataire. Pourquoi c'est intéressant et important pour la société en B2B lorsque vous envoyez un paquet en e-commerce? C'est parce que cette société pourra alors utiliser un droit de report au niveau du paiement de la TVA, c'est-à-dire que ça se passe un peu comme en Belgique où on va noter l'ensemble des importations et l'ensemble des exportations et la balance sera faite et il n'y aura que la soustraction, donc le montant total à payer une fois par trimestre et non la TVA à payer directement. Alors, on a parlé des adresses, du fournisseur, du destinataire. Évidemment, il y a aussi tout ce qui concerne les marchandises elles-mêmes. Et donc, vous devez indiquer les raisons de l'exportation. Alors, qu'est-ce que c'est les raisons de l'exportation? C'est simplement que vous devez indiquer si ce sont des échantillons, un cadeau, par exemple pour un de vos clients, ou si, ici dans le cas de l'e-commerce, eh bien, c'est effectivement une importation au UK, et donc une exportation depuis la Belgique. Vous indiquez aussi l'incoterm qui est payé, accompagné de la ville où doit arriver le colis. On conseille pour les colis qui sont destinés aux consommateurs d'utiliser
l'Incoterm DDU, de manière à ce que s'il y avait des droits de douane particuliers à compter qui n'auraient pas été comptés par vous, ces droits de douane seraient payés par le consommateur. Il faut évidemment aussi une description complète et précise de chaque article. Pour la description des marchandises, il est bon d'utiliser une désignation commerciale spécifique. Pour chaque article, il faut aussi indiquer le pays d'origine et pour chaque article, il faut indiquer le code HS. Alors, qu'est-ce que c'est le code HS? C'est le code du Harmonized System, donc c'est un système douanier, c'est un code douanier qui permet de déterminer les droits et taxes qui sont à payer sur ce produit. Pour que vous puissiez retrouver ce code douanier, en fait, il y a un site web qui s'appelle Access to Market, dans lequel vous pouvez retrouver vos produits via une échelle de détermination et vous avez l'ensemble des codes HS qui vous sont proposés. Et donc, il suffit d'indiquer le pays d'origine et le pays de destination pour pouvoir obtenir toutes ces informations. Alors, il ne faudra pas oublier évidemment la quantité de produits livrés par article, le prix à l'unité hors TVA de chaque article, le prix total de la facture, la devise dans laquelle cette facture doit être payée, tous les numéros de référence uniques de votre envoi, le nombre de colis ou, si on voit plus gros, le nombre de palettes, ainsi que la preuve de l'origine. En effet, qu'est-ce que c'est cette preuve de l'origine? Il y a un accord entre l'Europe et le Royaume-Uni suite au Brexit qui dit qu'à partir du moment où l'origine européenne est prouvée, il n'y aura pas de douane à payer sur le colis et donc il est important que vous joigniez la preuve de l'origine avec le colis en question. Alors comment est-ce qu'on peut indiquer cette preuve de l'origine? D'abord, il faut vérifier si effectivement le produit que vous vendez peut être bien considéré comme originaire d'Europe. Et dépendant du produit, il va y avoir plusieurs règles qui peuvent être utilisées. Et donc, ces règles d'origine peuvent se retrouver à nouveau dans Access to Market, où vous indiquez Belgique comme pays d'exportation, Royaume-Uni comme pays d'importation et le type de produit que vous avez. Et en fonction de cela, il y aura les calculs et autres qui seront nécessaires pour pouvoir vérifier que votre produit est bien d'origine européenne. Alors, je vais donner un exemple rapide. Par exemple, si on considère du chocolat, il est clair qu'il y a peu de masse de cabosse de cacao qui soit cultivée en Europe. Néanmoins, puisque ce chocolat est mélangé à d'autres ingrédients et qu'il a fait l'objet d'une transformation importante pour passer justement de la fève de cacao au chocolat, on peut considérer que ce chocolat est effectivement, lorsqu'il est fabriqué en Belgique, bien d'origine européenne. Donc vous trouverez toutes ces informations à nouveau, comme je l'ai dit, sur le site d'Access to Market. Alors, comment prouver donc cette origine? Pour toutes les exportations d'une valeur inférieure à 6 000 €, on peut déclarer cette origine simplement au niveau de la facture par l'intermédiaire d'une phrase qui est la suivante. The exporter of the product covered by this document declare that except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin. Vous devez indiquer ensuite votre nom, enfin le nom en tout cas de la personne qui va prouver cette origine, donc qui est responsable de l'origine. Donc votre nom, votre prénom, pour quelle société vous signez, en tant que, pour quelle raison vous pouvez être le signataire, le lieu et la date. Et alors on conseille toujours de faire ces écrits dans un bic de couleur, donc pas un bic noir, ça peut être bleu, ça peut être vert comme vous voulez, de manière à ce qu'on puisse bien voir que la facture qui accompagne est une facture originale et non pas une photocopie. Alors, pour les exportations d'une valeur supérieure à 6 000 €, vous devez alors là être enregistré comme exportateur préférentiel via le système REX afin de pouvoir faire la déclaration
par vous-même via ce système. Alors, comme il y a beaucoup de monde qui ont demandé à être exportateurs enregistrés via REX, il y a un petit peu de fil et donc on permet jusqu'au 31/12/2021 de ne pas faire cette déclaration via ce système, mais de simplement joindre à l'envoi le texte qui est ici. Donc, je reprends en arrière. Vous avez tout ce qui concernait le fournisseur, le destinataire, tout ce qui concernait les produits envoyés. Enfin, il y a simplement l'administration de la facture. Donc, il faut un numéro de facture, la date de facturation. Si nécessaire pour les destinataires commerciaux, donc de business à business, vous pouvez indiquer que la TVA peut être récupérée et donc il faut alors indiquer reverse chargeback VAT applicable pour que la TVA soit bien facturée à l'acheteur. Ici, on a un petit exemple de cette fameuse facture une fois qu'on a indiqué toutes les informations qui sont nécessaires. Et donc, vous pouvez voir ici toutes les informations qui concernent le fournisseur avec bien son numéro de TVA, son numéro EORI. Ici, il s'agit d'un numéro de TVA, un numéro EORI des Pays-Bas, mais enfin, c'est la même chose. Et les fameux numéros de TVA et EORI qui concernent le UK. Donc, vous avez le destinataire, l'ensemble du contenu avec la description, le poids de chacune des parties, la valeur, le code HS et le pays d'origine, ainsi que la fameuse phrase qui certifie cette origine en question, le numéro de facture, la date et la signature. Alors, une des informations les plus importantes peut-être pour vous est de savoir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la TVA, puisque comme on a dit, au niveau de droit de douane, à partir du moment où vous prouvez l'origine européenne, il n'y a pas de droit de douane particulier à payer. Par contre, la TVA, elle, est toujours à payer, mais à payer par qui, par quoi, comment, il y a plusieurs possibilités. Donc, pour tout ce qui est supérieur à 135 pounds, les règles habituelles sont de mise en ce qui concerne l'importation au niveau de la TVA, c'est-à-dire que c'est le client qui va payer cette TVA. Pour tout ce qui est en dessous de 135 pounds, c'est l'importateur qui va payer la TVA. Et donc, c'est cette raison pour laquelle vous avez besoin du numéro de TVA. Si vous envoyez cela vers un client privé ou un business qui n'a pas de numéro de TVA lui-même. Par contre, si c'est pour un envoi de business à business, là, c'est normalement votre client qui va pouvoir payer via ce fameux deferred charge ou reverse charge, c'est-à-dire que il va pouvoir faire sa déclaration et payer lors de sa déclaration TVA suivante. Mais David, qui me suit, vous expliquera ça encore bien mieux que moi. Et donc, comme je disais, pour les plus de 135 pounds, donc les consommateurs vont payer eux-mêmes la TVA et les droits d'importation, et le consommateur va payer ses frais ainsi qu'un supplément administratif sur une plateforme en ligne qui a été mise en place par les douanes britanniques, et c'est soit via PayPal, soit à l'aide d'une carte de crédit. Alors, il est important peut-être d'indiquer simplement le terme invoice au lieu de commercial invoice ou proforma invoice, parce que dans certains pays, les factures proforma n'existent pas. C'est bien si vous n'utilisez pas des codes produits trop généraux, comme exemple, cadeau, etc. Ça pourrait ralentir l'envoi parce que la douane aurait un petit peu de mal à essayer de comprendre exactement ce que vous envoyez et donc à déterminer le tarif, si vous avez indiqué le tarif douanier
correct pour votre envoi. Et donc, c'est important, s'il s'agit d'un cadeau ou d'un échantillon, de bien indiquer la phrase ici qui est pardon, gift shipments, sample shipment, no commercial value, value for customs purpose only. Pour tout ce qui est pièces de rechange, il ne faut pas, c'est aussi important d'indiquer à quel type de machine et d'équipement celles-ci sont destinées. Et pour ce qui est des vêtements ou du textile en général, il est vraiment aussi important que vous déterminiez exactement quel type de produit il s'agit, tout ça, parce que ce sont des codes douaniers différents et donc de cette manière-là, les douanes peuvent aller beaucoup plus vite et votre paquet arrivera à votre client plus rapidement. Voilà, c'était un petit peu toutes les présentations des démarches administratives, mais donc David va pouvoir vous présenter des cas un petit peu plus complets, parce que je peux bien comprendre que cette présentation était peut-être un peu sèche au niveau information. Voilà, merci beaucoup Aurélie. Présentation sèche ou pas, de toute façon, c'est la réalité avec laquelle il faut bien traiter. Et alors, on vient à des aspects commerciaux, on parle tout, on parle possibilité de vente et tout ça, ce qui attire beaucoup plus de gens. Donc, je donne la parole maintenant à David pour nous parler de ces aspects commerciaux. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais montrer mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui. Génial. Voilà. Donc, je me présente juste en deux mots. Je représente donc l'entreprise DHL Express. Je suis commercial grand compte. Voilà, je suis chez DHL depuis maintenant 19 ans en fait. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer quelques petits cas pratiques concernant les échanges avec le Royaume-Uni. Au niveau de DHL, nous avons préparé, comme on aime le faire, des petites checklists par rapport aux choses à mettre en place pour les cas particuliers. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà suivi le webinaire de mercredi, il y avait déjà une checklist aussi. Et donc, tout ça reprend un petit peu en grande partie ce que Aurélie vient de nous expliquer clairement également. Principalement orienté DHL. Alors, pour expliquer un petit peu le principe d'une entreprise telle que DHL, tout comme le sont également nos partenaires ou collègues de type FedEx, TNT, UPS, nous sommes considérés comme des intégrateurs. À ce titre, eh bien, nous avons en fait une double casquette, et le transport et la déclaration en douane. D'accord? Donc, c'est une facilité pour les exportateurs, puisque tout va rester dans le même réseau, du début à la fin, tant d'un point de vue du colis que du point de vue de la déclaration douanière, des données relatives à l'envoi, etc. Donc, vous avez cette facilité en utilisant un intégrateur. Bien entendu, on a la partie facile qui est le transport et on a la partie un peu plus complexe qui est la déclaration en douane. Pour effectuer cette déclaration, que vous passiez par un intégrateur, que vous passiez par un transporteur qui va sous-traiter cette activité de déclaration à une entreprise, à un bureau en douane, eh bien, le bureau en douane, le déclarant en douane, quel qu'il soit, aura toujours besoin des informations nécessaires. On remarque que le plus gros souci et la plus grosse cause de retard dans le transport des marchandises provient justement des déclarations douanières qui sont incomplètes, des informations douanières qui sont incomplètes. D'accord? C'est pas forcément que tout transporteur confondu, c'est pas forcément les problèmes techniques ou des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'un colis ne va pas arriver à temps à destination. C'est vraiment toute cette particularité des données douanières qui doivent accompagner les envois de manière physique ou électronique en fonction des setups opérationnels chez les transporteurs ou intégrateurs. Mais donc, le fait qu'il y ait une information qui soit manquante fait en sorte que le déclarant ne sait pas compléter la déclaration correctement, peut probablement faire des erreurs et
une erreur ou une incohérence dans une déclaration douanière, il y a la petite lumière rouge qui s'allume chez le douanier et qui dit oui, oui, risque de fraude, que se passe-t-il ici? On essaye de frauder, d'éviter de la TVA, d'éviter des frais. Et si la lampe rouge s'allume chez le douanier, forcément, il va prendre possession du colis. DHL, comme tout autre transporteur, peu importe, personne n'est au-dessus des lois. Donc, à partir du moment où la douane décide de prendre en main un colis pour vérification supplémentaire, s'ils le font en 5 minutes, tant mieux. S'ils le font en 2 semaines, ils le feront en 2 semaines. Donc, c'est vraiment excessivement important d'avoir la bonne connaissance de votre produit. Nous ne l'avons pas à votre place. Le déclarant, en tout cas, ne l'a pas à votre place. Et donc, il est très important de fournir un maximum d'informations. Donc, si on parcourt un petit peu la checklist en vitesse, je ne vais pas y aller dans le détail, vous aurez les slides ultérieurement par rapport à cela. Idéalement, quand le transporteur ou le déclarant peut vous le fournir, c'est toujours mieux d'envoyer par voie électronique. Ça évite les pertes de documents. Donc, vérifiez bien le setup à ce niveau-là. Évidemment, il nous faut une facture qui va nous servir à faire la déclaration. Nous, en tant que déclarant, j'entends bien en tant que déclarant, que ce soit DHL ou n'importe quel autre déclarant en douane, il est important d'avoir toutes les données via un document de facture commerciale principalement. N'oubliez pas évidemment la preuve d'origine, puisque suivant les accords qui sont pris entre 2 zones douanières ou 2 pays, il se pourrait qu'il y ait des accords particuliers pour une réduction de droits ou de taxes ou de frais supplémentaires. Cette déclaration de preuve d'origine peut faire économiser quand même pas mal d'argent suivant les cas, donc n'oubliez pas de la mentionner. Aurélie en avait déjà parlé juste avant, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus, mais il est très important évidemment de la mentionner également. Vous l'avez de nouveau ici mentionné, comme quoi vous certifiez que la marchandise est bien d'origine européenne. Attention que lorsqu'on parle d'origine en termes douaniers, il s'agit bien de l'origine d'un point de vue de la fabrication du produit. D'accord? Donc, bien sûr, le colis va partir de Belgique vers le Royaume-Uni. Néanmoins, si le produit que vous expédiez là-bas a été fabriqué en France, au Portugal ou en Chine, le pays d'origine devient la France, le Portugal ou la Chine en fonction d'eux. Et s'il n'y a pas d'accord entre le pays d'origine douanier et le Royaume-Uni, cette phrase de déclaration n'a évidemment pas lieu d'être, bien entendu. Donc, quand on parle de pays d'origine, c'est bien l'origine douanière de la marchandise. Et si vous avez un doute par rapport à cela, n'hésitez pas à faire appel à votre bureau de douane local. Petit conseil d'amis, on a toujours une meilleure relation avec la douane si on les appelle à l'aide pour venir prévenir un problème éventuel que de les laisser venir pour un contrôle parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors peut-être par méconnaissance, vous ne saviez pas qu'il fallait faire quelque chose, mais le douanier va penser que vous essayez de frauder. Donc il vaut toujours mieux avoir le douanier dans sa poche. Les exemples sont légion. Donc si vous avez des doutes sur comment est-ce que ma marchandise est réellement d'origine européenne, allez voir avec le bureau de douane, c'est toujours plus simple et ils seront beaucoup plus compréhensifs et beaucoup plus coulants entre guillemets avec vous si vous les appelez à l'aide plutôt que de laisser penser à une fraude potentielle. Le code douanier de la marchandise, Aurélie en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose d'excessivement important. Tous les déclarants en douane vont avoir besoin du code. Si vous ne le mentionnez pas sur votre document, c'est le déclarant qui va devoir le trouver pour vous. Si le déclarant il a le temps parce qu'il n'est pas dans l'Express, il prendra le temps qu'il faut ou pas. Dans les transporteurs express, généralement, on n'a pas le temps de regarder. Si on ne l'a pas, il va falloir essayer de le trouver. Et une petite différence dans la nature peut modifier évidemment le taux de taxation de l'autre côté. Et donc, que ce soit pour le Royaume-Uni ou n'importe où ailleurs, finalement, c'est la même chose. Le code douanier, c'est à vous de le déterminer. Si vous ne le connaissez pas, vérifiez dans les outils appropriés. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, allez voir le bureau de douane. C'est toujours plus intéressant de les avoir avec vous que contre vous. Donc, n'hésitez pas à les voir également.
pour déterminer le code douanier. Parfois, il peut y avoir des discussions où on peut avoir des doutes sur est-ce que je suis dans telle famille ou dans telle autre, ou sous-famille et autres. C'est parfois pas simple du tout. J'ai eu l'expérience avec certains clients. On peut parfois avoir des doutes. Donc, n'hésitez pas à les interpeller pour demander de l'aide. Avez-vous vérifié si l'expédition est classée comme document non document? C'est vraiment spécifique à DHL. Quand vous envoyez du document papier à l'extérieur de l'Union européenne, le papier n'étant pas réglementé par les douanes, il n'y a pas de déclaration douanière à effectuer. Donc voilà. Dans certains cas, des cas particuliers où certaines choses sont considérées comme documents, d'autres pas, alors qu'on pourrait dire que oui. Voilà, il y a parfois des petites choses un peu plus particulières. Je n'ai pas d'exemple en tête pour le Royaume-Uni, mais par exemple, dans certains pays, un calendrier, eh bien, un calendrier, dans certains pays, ce sera considéré comme du document. Et dans d'autres pays, ben, il faudra le déclarer en douane comme étant de la marchandise. Et dans d'autres pays encore, ben, il faudra vérifier en fonction du nombre de calendriers, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à vérifier préalablement. J'ose espérer que vous m'entendez bien, parce que je vois un petit message d'erreur. Voilà. Oui, on Donc, entend bien. vérifiez bien. D'accord. Donc, avez-vous bien votre numéro EORI, bien entendu. Donc, c'est une petite checklist également. On ne va pas revenir là-dessus. Aurélie a très bien expliqué le principe du numéro EORI tout à l'heure. Il y a des restrictions sur l'exportation ou l'importation de certains biens, de certaines marchandises. Évidemment, il faut vérifier tout cela également. S'il y a des restrictions, le Royaume-Uni peut mettre des restrictions à l'importation de certaines marchandises sur son territoire. Et donc, tout ça doit être vérifié à l'avance, bien entendu. On considère, que ce soit DHL ou n'importe quel autre transporteur, idéalement, vous devez lui remettre de la marchandise qui a été préalablement vérifiée et qui est conforme aux standards de transport et aux réglementations en vigueur par rapport à votre produit, bien entendu. D'accord. Si vous avez le cas particulier de biens qui sont sujets à des certificats phytosanitaires, il y a des choses particulières par rapport à cela également. Il faut un document spécifique qu'il faut absolument transmettre à votre déclarant en douane. C'est vraiment très important. Aurélie parlait tout à l'heure de la certification bio. On est dans le même type de documentation, bien entendu. À partir du moment où votre produit est sujet à certains documents, certains certificats, certaines licences, évidemment, vous devez les transmettre à votre déclarant en douane. Donc ici, vous avez quelques informations concernant les documents phytosanitaires, les contrôles phytosanitaires. Vérifiez bien quelles sont les formalités par rapport à cela, bien entendu. Donc, j'en parlais juste avant, voilà, les licences ou certifications spécifiques en fonction du produit que vous expédiez, c'est à vous de savoir si vous devez fournir cela. Dans certains cas, effectivement, le déclarant va pouvoir bloquer en se disant « Aïe, je n'ai pas le document nécessaire, donc je bloque et je recontacte l'expéditeur pour obtenir la marchandise, pardon, le document manquant, le cas échéant. » Mais pour éviter tout retard et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de surcharge administrative et autres, veillez bien à transmettre tout cela correctement à votre déclarant en douane. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, notamment au niveau des biens à double usage? Ça, c'est une matière très compliquée et très touchy également, qui peut être sujet à discussion et à doute et autres, et à interprétation. Vérifiez bien également si vous ne tombez pas dans la catégorie de biens à double usage. Il y a des réglementations très strictes par rapport à cela, et donc il faut également le vérifier. Au niveau de la TVA, eh bien, vous avez la possibilité de souscrire à ce qu'on appelle un Postponed VAT Account au niveau des douanes anglaise, c'est-à-dire de pouvoir payer la TVA de manière ultérieure et non pas au moment de l'importation au Royaume-Uni. DHL, comme tout autre, je pense en tout cas, intégrateur, peut soutenir ces genres de choses.
Nous avons des formulaires et documents en interne pour pouvoir vous aider à configurer tout ça dans nos systèmes à nous. Donc, si vous vous lancez dans l'exportation vers le Royaume-Uni, petit conseil, que ce soit DHL ou FedEx, TNT, UPS ou n'importe quel autre, vérifiez bien quelles sont les possibilités techniques que vous avez avec votre transporteur déclarant par rapport à ce genre de choses. En ce qui concerne DHL, contactez le service commercial, nous allons pouvoir vous fournir tous les documents nécessaires. On envoie tout ça à nos collègues au Royaume-Uni. Ils valident tout ça, ils mettent à jour leur système. Ils ont la possibilité de mettre dans le système une règle fixe en disant voilà, tous les colis qui viennent de tel expéditeur et qui viennent au Royaume-Uni eh bien, doivent être déclarés de telle manière et dédouanés de telle manière. Voilà, de mettre en place une procédure douanière fixe et automatique pour vos expéditions. Donc effectivement, voilà, vous avez la possibilité de souscrire à un PVA, un Postponed VAT Accounting, au niveau du gouvernement anglais. Deferment Account, c'est pour postposer aussi le paiement des droits et taxes qui sont importés. Il y a aussi la possibilité de mettre cela en place au niveau du Royaume-Uni. Alors, quelques petites comparaisons avant-après au niveau des duties et de la TVA, puisque quand on va exporter la marchandise ou l'importer dans une autre zone douanière, quand une marchandise va quitter une zone douanière pour rentrer dans une autre, il y a deux choses à devoir acquitter, potentiellement en tout cas, la TVA et les droits, donc les duties et la VAT, duties and tax comme on le dit. Eh bien, ici, vous avez un petit tableau comparatif avant-après Brexit. Eh bien, avant le Brexit, pour la TVA, ben, il y avait une exemption qui n'est plus d'application maintenant. Je ne vais pas revenir sur tout le texte qui est autour, puisque ça reprend, mais sous une autre forme, ce qu'Aurélie vous a dit tout à l'heure. Mais vous voyez effectivement qu'il y a des frais supplémentaires qui s'appliquent et encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on est 6 mois après le Brexit, il y a encore et toujours des gens qui ne comprennent pas au Royaume-Uni pourquoi ils doivent payer des droits et des taxes, pourquoi je dois payer ceci, pourquoi je dois payer cela, ben, parce que vous n'êtes plus dans l'Union européenne, donc vous n'êtes plus dans la même zone douanière et donc vous êtes sujet à, vous êtes redevable potentiellement à des droits et taxes dans votre pays. Autre exemple ici en comparaison B2C, B2B, avant, après Brexit, pour une valeur marchandise de 10 pounds par exemple. L'exemple facile, vous voyez que pour le B2C, ben, avant, il y avait une exemption de TVA et depuis le Brexit, il y a application de la TVA qui est de 20% de manière standard au Royaume-Uni. Au niveau de la TVA, ben, soit vous la payez ou vous la laissez payer par votre acheteur. Et donc là, ben, il y a des coûts supplémentaires qui peuvent s'appliquer, bien entendu. Consumer to consumer, je vais passer vite dessus parce que ça me... Voilà, on est quand même plus dans une optique de business ici, je pense. Mais il y a aussi certaines règles, même beaucoup plus simples, évidemment. Donc, d'un particulier vers un particulier, vous êtes aussi sujet à la TVA potentiellement au niveau des exportations. Donc en dessous de 135 pounds, voilà, il y a cette fameuse barrière qui est là. Aurélie l'a très bien expliqué tout à l'heure. B2B, et alors je voulais passer directement au slide ici. Au niveau des duty, Delivery Duty Paid, c'est le service de DHL, donc c'est l'incoterme DTP. Donc vous pouvez aussi éventuellement vous dire, bah, tiens, moi je vais prendre en charge les droits et taxes à destination. Voilà, c'est à vous de voir si vous les intégrez ou pas. Nous avons des modules de calcul et d'estimation préalables qui peuvent vous aider justement à déterminer si vous avez un intérêt particulier à offrir ce service. Au niveau de la procédure des retours, n'hésitez pas à y penser également, puisque si vous expédiez au Royaume-Uni, ben, il y a des droits et taxes potentiels à payer là-bas. Si la marchandise doit revenir en Belgique, bien évidemment, oui et non, il y a potentiellement des droits et taxes
à l'importation en Belgique. Mais comme il s'agit d'un retour e-commerce, il y a des spécificités aussi dont il faut tenir compte et donc vérifiez bien aussi avec votre transporteur, votre déclarant en douane, s'il peut gérer cet aspect-là des choses aussi. Ce serait dommage de devoir repayer des droits et taxes à l'importation en Belgique d'une marchandise que vous avez préalablement exportée au Royaume-Uni. On se passe bien de ce genre de choses. Spécifiquement DHL ici, mais je pense que les autres ont des systèmes similaires. La transmission des données, des documents douaniers se fait au niveau paperless, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'envoyer la copie de votre facture douanière et des éventuelles licences et autres certificats nécessaires. Vous pouvez les envoyer en paperless. Ce qui facilite grandement les choses, bien entendu. Quand c'est possible, faites-le, s'il vous plaît. Je prends toujours l'exemple. Si vous préparez votre envoi, prenons le setup DHL ou enfin, un intégrateur UPS, FedEx, TNT, peu importe, vous préparez votre colis à 10 h du matin, vous envoyez les données dans le système du transporteur. À 10h30, vous avez quelqu'un qui se charge de la déclaration export. Il envoie les documents au Royaume-Uni par voie électronique. 11 h du matin, voilà, le colis est déjà dédouané au Royaume-Uni alors que physiquement il est toujours en Belgique. Ce système de transmission paperless permet ce type de choses et donc du coup dès que le colis est pris en charge par le transporteur, eh bien il va passer de manière tout à fait fluide dans les différents réseaux puisque tout sera déjà fait préalablement. Donc, tout ce qui est service paperless, électronique et autres, nous l'avons sous le nom de PLT chez nous. Ça s'appelle autrement dans les autres transporteurs, mais le principe reste le même. Donc, si je peux vous donner un conseil, utilisez au maximum, autant que faire se peut, cet outil informatique paperless, digital. Ça facilite quand même grandement les choses, bien entendu. Vous avez quelques liens supplémentaires en fin de présentation par rapport à tout cela. Je vais juste encore vous montrer une petite comparaison ici avec deux petits exemples chiffrés pour voir un petit peu quelles sont les implications économiques et financières concernant les exportations vers le Royaume-Uni. Et bien ici, voilà, prenons l'exemple d'un t-shirt. Les prix sont tout à fait fictifs et voilà. Si vous envoyez un colis de Belgique, un t-shirt de Belgique vers le Royaume-Uni, eh bien, avant le Brexit, voilà, il y avait 50 € aux frais du destinataire et 12,50 € par exemple aux frais de l'expéditeur. Après Brexit, évidemment, ça dépend de l'incoterm utilisé. Et donc, potentiellement, vous avez des frais supplémentaires. Ce que vous voyez ici en Brexit Adjustment, c'est une petite surcharge que DHL, au même titre que d'autres transporteurs, ont mise en place. En ce qui nous concerne, elle sera intégrée dans les tarifs prochainement, donc vous n'avez plus de surcharge particulière par rapport à cela. Le DTP Charge, à partir du moment où vous utilisez l'incoterm DDP, Delivery Duty Paid, il y a une surcharge administrative également de 18 € en B2B. Et donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu les implications en termes d'impact financier, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Ça, c'est pour une faible valeur, évidemment, en dessous des 135 pounds. Si on prend un autre exemple pour une machine à expresso d'une valeur de 1500 € par exemple, imaginons que vous l'envoyez au UK avant Brexit, eh bien, il y avait par exemple, de manière tout à fait fictive, 200 € de frais d'envoi et 1500 € pour le destinataire. En ce qui concerne la situation après Brexit, eh bien là, vous voyez qu'on peut très vite chiffrer dans les montants et autres. Donc, les impacts financiers peuvent être relativement élevés. D'accord ? Ça, c'est quand vous travaillez en direct. Il y a aussi l'autre possibilité dont je vais vous parler très succinctement pour terminer mon intervention. Le fait de travailler avec une plateforme e-commerce au Royaume-Uni. Vous avez cette possibilité qui existe de dire, voilà, moi, je ne m'occupe pas de tout ça au cas par cas. Je peux transférer mon stock au Royaume-Uni, travailler avec une entreprise locale qui va gérer le stock
et les activités qu'on appelle traditionnellement le picking, packing, shipping. Donc, ils vont stocker votre marchandise pour vous et au fur et à mesure des commandes qui vont arriver sur votre site internet, ben, ils auront un accès à ces commandes qui vont leur arriver. Ils vont aller chercher dans le stock, ils vont emballer ou réemballer la marchandise selon et organiser l'expédition d'un point de vue local. D'accord? C'est aussi quelque chose qui est possible. Est-ce qu'il y a une ligne de conduite par rapport à cela? Pas vraiment. Ça va dépendre de votre business, ça va dépendre de vos capacités à potentiellement envoyer un stock tampon au Royaume-Uni. Euh, voilà, tout dépend de la taille de votre entreprise, de vos capacités financières et autres. Savoir que potentiellement il y a un stock qui va dormir de l'autre côté. Ça peut être une facilité aussi de se dire voilà, j'envoie un demi-camion de marchandises au Royaume-Uni, je prends bien le temps que ça passe les douanes par la route et autres. Et puis après, je laisse mon partenaire au Royaume-Uni se charger de tout cela. Évidemment, ça met un partenaire en plus dans la boucle. Qui dit partenaire en plus, ben, fort probablement ce partenaire ne sera pas un bénévole et donc va vous facturer des frais de manutention. Et donc, il faudra prendre en compte tout cela dans le calcul de votre marge bénéficiaire et autres. Mais c'est aussi un setup potentiel. Évidemment, la marchandise va quitter la Belgique pour aller vers le Royaume-Uni. Évidemment, elle va devoir passer la douane. Évidemment, tout ce qu'on a dit précédemment reste d'application aussi, si ce n'est que vous le faites une fois pour beaucoup de colis et puis vous êtes tranquille le temps d'écouler le stock. Voilà, ça c'est un petit peu à vous à voir aussi. Il n'y a pas vraiment de règles particulières. C'est une possibilité, certains clients l'utilisent, d'autres pas. C'est vraiment à vous à voir. Soit vous sous-traitez cette activité à une entreprise locale, soit vous le faites chez vous et avec potentiellement le fait de devoir engager de la main-d'œuvre. Et là, c'est un exercice de pricing et de calcul à faire entre, ben, tiens, si je prends de la main-d'œuvre belge pour faire ça chez moi, ici en Belgique, combien ça va me coûter et quel sera l'impact sur mon prix de vente, sur ma marge et autres. Et si je sous-traite cette activité de l'autre côté, ben, quel sera l'impact? Et c'est à vous à voir en fonction du produit que vous expédiez, en fonction de vos capacités, de la taille de votre entreprise et tout ce genre de choses également. Euh, pour clôturer, s'il y a vraiment une chose qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il est de la responsabilité toujours de l'expéditeur de fournir toutes les informations nécessaires au dédouanement correct de la marchandise et le déclarant ben, ne peut déclarer que sur base des informations qu'il reçoit. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié toutes ces petites interventions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite déjà un excellent week-end. Je vais arrêter le Merci beaucoup, David. ici. Voilà, je pense que c'est assez complet au niveau des deux présentations. Il y a tous les détails et les participants n'ont qu'à assimiler maintenant toutes ces informations et tout ce détail à suivre sans être pour autant découragés de traiter avec le marché britannique. Nous avons quelques questions, mais je vais commencer peut-être par une main levée. Je vais donner la parole à Samir Hossein. Non, je sais pas. Ah bon, ok. Non, je vois une main levée, c'est pour cela que voilà. Sinon, Emmanuel Cerise. Vous m'entendez? Oui, Oui, j'avais une question par rapport à Bigate. Est-ce que quand on travaille en B2C, on peut utiliser Bigate à partir du moment où le montant de la marchandise exportée ne dépasse pas 1000 euros, c'est ça, hein? Est-ce qu'on peut utiliser Bigate, moi, en tant que commerçant, pour aller livrer un autre commerçant au Royaume-Uni, ou est-ce que je dois passer par PLDA? Mais c'est pas de l'e-commerce, hein, donc c'est vraiment voilà. Aurélie, peut-être?
Non, on On t'entend s'entend pas, plus. effectivement. Attends. Non, c'est chez toi, apparemment. Ok. Oui, voilà. Donc, si c'est de commerçant à commerçant, vous devez utiliser le PLDA. Parce qu'on ne considérera pas que c'est de l'e-commerce. Donc, je vous conseillerais, dépendant évidemment du type de colis que vous avez à envoyer, à moins que vous ayez l'habitude de remplir ce genre de choses, d'effectivement prendre un intermédiaire style DHL ou autre, UPS, etc., et de lui donner procuration, ce qui va faciliter grandement les choses pour vous. Maintenant, si on parle de palettes, évidemment, c'est encore un peu différent, où là, à nouveau, si vous avez l'habitude du PLDA, pas de problème, mais si pas, évidemment, vos transporteurs habituels qui transportent des palettes, même si DHL et autres peuvent le faire, pourront aussi remplir ces déclarations en douane pour vous. Donc ça dépend un petit peu des circonstances. Il faut savoir, je ne sais pas combien prend DHL, mais qu'un transporteur pour une palette va prendre environ 45 € pour faire la déclaration pour vous. Chez nous, c'est inclus dans le tarif. Voilà. Alors, oui, voilà. Une question. Pour le shipping, dans l'exemple d'un t-shirt, si les frais de shipping sont de 40 € et le prix de vente 50 €, cela supprime tout intérêt de vendre au UK. Les frais sont extrêmement élevés. Donc, ça, je suppose que c'est une question à David. Oui, avoir des frais de shipping à 40 € pour une marchandise à 50, ça semble un peu élevé, quoique dans certaines circonstances, pourquoi pas. Euh, c'est une stratégie à obtenir. Moi, je ne veux pas me prononcer sans connaître le profil d'expédition de l'entreprise en question. Euh, c'est peut-être mettre un prix de vente à 60 € au lieu de 50 et des frais un peu plus. On peut jouer un peu, ça rejoint un peu le webinaire de mercredi, jouer sur la tarification prix de vente et la tarification frais d'expédition. Mais effectivement, il faut faire le calcul dans son ensemble et voir quels sont les tenants et aboutissants. Est-ce que du coup, je vais avoir du succès au Royaume-Uni avec un tarif de ce type ou pas? Et donc, ouais, jouer un petit peu sur la manière dont on va présenter le prix, par exemple. Ouais. Non, en fait, la question fait référence à votre exemple qui est mentionné dans la présentation, c'est pour ça. Ouais. Mais les frais d'envoi étaient de 12,50 € dans l'exemple chez nous. Donc, Enfin, c'est à voir toujours préciser que oui. c'est un exemple qui donne. Oui, tout à fait. C'est un exemple type et purement indicatif, bien entendu. Tout ça est sujet. Oui, je comprends le coût des 45 €. Effectivement, c'est quand on prend la surcharge DTP. Donc là, c'est pour la surcharge administrative, euh, pour, euh, pour les formalités douanières, pour le fait que l'expéditeur va prendre en charge les droits et taxes, pour l'incoterm DDP. Il y a une surcharge administrative de 18 € qui va plomber un peu les frais de transport, bien entendu. Attention, dans du B2C, cette surcharge est ramenée à 5 € chez DHL. Donc peut-être que l'exemple n'est pas tout à fait correct, mais ça peut peut-être diminuer les frais potentiels. D'accord. Je reste avec David avec une question. Si vous voulez bien préciser la différence entre ce que vous appelez l'origine douanière et l'origine de production pure et simple. Est-ce que l'origine douanière fait référence à un stop quelque part en Europe avant d'être envoyé ou pas? Ça rejoint un peu le made in qu'on trouve sur les produits. Hein. Ok, Si c'est du made in China, l'origine c'est China. Si c'est made in Portugal, ce sera du Portugal. Et donc, mais il y a des règles très strictes en fonction de la composition du produit, de l'origine des différents composants du produit et autres. C'est très très compliqué dans certains cas. Ça peut être relativement compliqué. Je vois qu'Aurélie
Je ne sais pas si Aurélie veut ajouter quelque chose là-dessus, mais effectivement, ça peut être potentiellement plus compliqué. On n'entend pas Aurélie. Aurélie, encore le micro. Non, ça va toujours pas. Voilà. Mounif, Voilà. c'est parce que tu me désactives mon micro chaque fois, et donc moi je ne peux pas le réactiver moi-même. Je ne sais pas comment tu fais, mais c'est pour ça qu'on ne m'entend pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme j'expliquais, j'ai présenté tout à l'heure très rapidement, mais voilà, il y a un site web qui s'appelle Access to Market, dans lequel, pour tout type de produit que vous avez envoyé, si vous notez le pays d'origine, c'est-à-dire la Belgique, et le pays de destination, on va vous expliquer justement quelles sont les règles d'origine à appliquer. Et donc, en fonction du produit, s'il s'agit de plusieurs ingrédients, on va vous donner le pourcentage de chacun des ingrédients ou le pourcentage de chacune des fibres, etc., par rapport à leurs origines, pour pouvoir déterminer si la transformation qui a été faite en Europe est suffisante pour être considérée comme origine européenne ou pas. Donc, toutes les informations vont se trouver là. Et de même, s'il y a déjà eu un dédouanement parce que le produit venait de Chine, mais qu'il a déjà été importé, qu'il y a déjà toutes les taxes qui ont été payées en Europe, il y a aussi là des influences sur les règles d'origine. Mais donc, vraiment, aller sur Access to Market, c'est vraiment très clair et très bien expliqué. Il y a déjà une vraiment partie importante des informations que vous pouvez retrouver là, ainsi que tous les algorithmes à mettre en place pour vérifier l'origine en question. OK. Donc, David, une question concernant les plateformes. Vous avez mentionné les plateformes basées au UK ou bien qu'en est-il des plateformes internationales, style, je ne sais pas, Amazon, eBay, compagnie et tout ça? Est-ce que ça aide l'exportateur B2C à faciliter les procédures, étant donné qu'il joue le rôle d'importateur dans ce cas-ci? Est-ce qu'on a un certain avantage ou pas? Tout dépend le contrat que vous avez avec prenons l'exemple d'Amazon, par exemple. Sur Amazon, soit vous pouvez remettre votre stock à Amazon et Amazon se charge de tout pour vous, ou alors vous utilisez Amazon comme une vitrine, mais là, ça veut dire que vous devez quand même continuer à gérer le transport et autres pour vous. Donc ça, c'est vraiment un petit peu du cas par cas et analyser les tenants et aboutissants de chaque scénario. Donc ça, Amazon, c'est une plateforme potentielle. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de dire, voilà, dans le groupe, je prends notre exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, dans le groupe DHL, on a une division qui s'appelle DHL Supply Chain. Et DHL Supply Chain va pouvoir réceptionner votre stock et organiser le picking, shipping, etc., moyennant des frais supplémentaires. Maintenant, les principes d'eBay, Amazon et autres, là, au niveau Amazon, par exemple, il y a différentes possibilités. Soit vous remettez le tout dans les mains d'Amazon et c'est Amazon qui gère tout pour vous, ou alors vous utilisez Amazon comme une vitrine, et derrière ça, vous devez encore faire toutes les démarches en tant qu'expéditeur traditionnel. OK. Aurélie, tu as quelque chose à ajouter? Je ne sais pas si tu es sur mute. Non, donc c'était la même chose. En fait, ils portent bien leur nom, ils sont une marketplace, donc ils sont, comme David l'a dit, une vitrine, mais l'ensemble des démarches doit continuer à être fait par l'importateur. D'accord. Une question peut-être deux. Y a-t-il des logiciels ou sites qui permettent de simuler de façon simple les frais d'exportation et shipping, par exemple, type de produit, etc., etc.? Chez nous, nous avons un outil qui permet effectivement de simuler. Donc, à partir du moment où vous avez un compte chez nous, chez les concurrents également, vous avez, quand vous préparez votre envoi, vous avez directement la vue sur votre tarif de transport. Au niveau des frais de dédouanement, nous avons un outil également qui permet de déterminer, d'estimer en tout cas les frais de dédouanement à destination. Vous indiquez l'adresse d'expédition, l'adresse de destination, le code HS de la marchandise, la valeur, etc. Et nous avons un outil qui permet de simuler les droits et taxes à destination et de les estimer et de vous remettre éventuellement la liste des documents nécessaires au dédouanement de cette marchandise. Donc, quand il y a des documents ou des certificats spécifiques
à fournir, on peut le mettre en place. C'est un outil qui est en libre accès, qui ne nécessite pas d'un compte spécifique DHL pour pouvoir s'enregistrer, qui s'appelle le Trade Automation Services, et l'adresse internet est relativement simple, c'est tas.dhl.com. Vous vous enregistrez, et alors là, vous pouvez faire toutes les simulations que vous souhaitez par rapport à cela. Mais en dehors de DHL, je ne sais pas, peut-être qu'Aurélie connaît d'autres outils, d'autres plateformes qui peuvent aider. Il y a pas mal de plugins qui peuvent être attachés à votre plateforme de e-commerce qui permettent de le faire. Certains sont payants, d'autres pas. Un de ceux qui est relativement connu, même si bon, le but n'est pas ici de faire de la publicité, mais qui permet dès lors aussi, par exemple, de comparer les offres de DHL, UPS et autres pour voir pour ce type d'envoi-là en particulier avec qui je ferais mieux de travailler et autres. Ça s'appelle SendCloud. Et donc là aussi, ça vous permet de faire toutes les simulations, de créer les factures telles qu'elles sont nécessaires pour le passage en douane et les fameux documents CN23 et autres de manière assez facile. Mais voilà, j'en cite un parce que c'est celui qui me vient en tête, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a pas mal de plugins qui sont disponibles et la plupart du temps, si vous regardez par exemple sur des choses comme PrestaShop ou autres, on va vous proposer d'installer ces plugins par rapport à votre site. Même il y a d'autres plugins qui fonctionnent avec InDesign, WordPress, etc. Donc voilà. Dernière question, s'il n'y a plus d'autres qui viennent par après, c'est concernant la TVA. Quelle implication pour nous exportateurs ou quelle différence d'implication il y aura entre la TVA à la vente ou la TVA à l'importation? Vous avez cité l'exemple avec les 135 pounds en dessous, au-dessus et tout ça. Donc, c'est la TVA est payée par le client ou bien par l'importateur. Mais ça, c'est la question de l'implication sur l'exportateur. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Ben, soit si on est en dessous de 135 pounds, c'est normal. Si on parle d'envoi à un consommateur, hein. Ouais. Si je ne me trompe pas, en dessous de 135 pounds, c'est pour la personne qui importe, mais donc dans ce cas-ci, dans le cas d'un e-commerce, c'est généralement aussi la personne qui exporte. Et par contre, si on est au-dessus, là, sauf si on décide qu'on souhaite que le client soit tout à fait tranquille, on peut choisir un Incoterm DDP et alors on prend via un intermédiaire, etc. On paie le complément, soit ça va être au client de le payer via un mail qu'il recevra des autorités au UK, si je ne me trompe pas. David, si j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à intervenir. Non, tout à fait. Ça, c'est plus ça relève plus à mon avis aussi de la stratégie commerciale. À savoir, il faut annoncer à votre client final ce qui va se passer pour lui dans ce cas-là, puisqu'il y a deux possibilités, soit de vous l'envoyer en DDP, et donc c'est vous qui allez recevoir d'une manière ou d'une autre la facture de la TVA à payer au Royaume-Uni, soit de vous les laisser à charge du client final. Peu importe, il y a juste que si vous les prenez à votre charge, il va falloir adapter votre pricing par rapport à cela et le communiquer clairement à votre client final. Ça peut être un argument de vente de dire le prix que vous voyez là, c'est tout compris, vous n'aurez plus rien à payer derrière. Certains clients vont dire chouette, je vais le prendre là-bas, c'est facile, je suis tranquille avec la TVA. Soit jouer la transparence et dire attention, vous restez redevable de la TVA dans votre pays, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu une stratégie commerciale ou marketing à obtenir et à avoir et à mettre en place. Moi, j'ai compris de la question de la différence d'implication, plus s'il y a une différence en Le montant, en le pourcentage de TVA. C'est la même TVA dans les deux cas. Je pense que ça restera de toute façon 20% de TVA, sauf s'il y a un taux de TVA spécifique pour un code douanier en particulier, mais sinon, ça restera les 20% de TVA standard au Royaume-Uni.